Stop! Avant de plonger dans ces histoires incroyables, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu veux gagner 150 € facilement? Et bah bonne nouvelle parce que le concours est toujours d'actualité. Et une carte cadeau Amazon de 150 € est à gagner dès qu'on atteint 250 abonnés, c'est rien du tout. Et la dernière fois, un abonné a déjà remporté 100 €. Et pour participer, c'est ultra simple, t'as juste à t'abonner, si tu l'as pas déjà fait bien entendu, à liker cette vidéo et à me commenter quelle a été l'histoire qui t'a le plus choqué. Vraiment comme la dernière vidéo. Et le gagnant sera annoncé très bientôt et ça pourrait être toi. Alors joue le jeu et maintenant, place à l'histoire. Bon, la dernière fois, on a vu les plus gros coups de poker du business, des décisions qui ont tout changé. Netflix contre Blockbuster, comment un petit service de location a humilié un géant. Elon Musk, son erreur monumentale qui a failli tuer SpaceX et Tesla. Facebook contre Snapchat, comment Zuckerberg a copié et il a tout gagné. Et si t'as raté cet épisode, va le voir après celui-ci parce que c'est une masterclass en business et en stratégie. Mais aujourd'hui, on passe à un niveau encore plus dingue. 5 nouvelles histoires, 5 moments où le destin des géants s'est joué en une seule décision et ça commence par une entreprise qui voulait enterrer Apple. Un mastodonte qui pensait pouvoir écraser Steve Jobs et qui s'est pris une gifle historique. Cette fois-ci, prends ton petit café, installe-toi bien et attache ta ceinture parce que c'est parti. Bon, pour la première histoire, imagine que t'es à la tête d'une entreprise qui domine son marché. T'es le patron, le boss du game et tout le monde utilise tes produits. Tes concurrents galèrent à suivre, mais il y a un problème. Un nouveau joueur débarque, il est petit, arrogant et surtout il commence à te piquer tes clients et ça te rend fou. Alors toi, tu fais quoi? Tu décides de l'éliminer et tu utilises tout ton pouvoir, toutes tes ressources pour les détruire. Sauf que, bam, c'est toi qui prends la claque. Et quelques années plus tard, ton entreprise n'est plus qu'un souvenir pendant que lui, il devient un empire à plusieurs trillions de dollars. On a fait les millions, on a fait les milliards, mais là on est sur des trillions de dollars. Et ben dites-vous que c'est exactement ce qui s'est passé avec Apple, une entreprise qui a tout tenté pour les tuer et a fini par creuser sa propre tombe. Qui, comment, pourquoi ils se sont plantés? Accroche-toi bien parce que cette histoire est une masterclass de business et de survie. Bon, retour dans les années 80-90. Apple, c'est pas encore la machine de guerre qu'on connaît aujourd'hui. Ils sont bons, innovants, mais ils sont très petits. Et de l'autre côté, il y a un monstre, une entreprise qui contrôle l'industrie, qui fait la pluie et le beau temps dans la tech. Et elle s'appelle IBM. Je pense que vous le connaissez, IBM, c'est vraiment le boss de l'informatique. Ils vendent des ordinateurs comme des petits pains. Ils dominent le marché et franchement, ils s'en foutent d'Apple. Jusqu'au jour où Steve Jobs arrive avec le Macintosh dont on a parlé dans la première vidéo. Introducing Macintosh. It does all the things you'd expect a business computer to do. Un ordinateur révolutionnaire, il est beau, simple, accessible, mais le pire c'est qu'il parle aux gens. Et là IBM commence vraiment à flipper. Parce que si Apple continue sur cette lancée, ça veut dire quoi? Et bah tout simplement que leur monopole est en danger. Que les clients vont se détourner de leurs PC compliqués et moches pour des machines élégantes et cool. Donc IBM prend une décision radicale, c'est que Apple doit disparaître. Alors du coup à ce moment-là, IBM passe au mode guerre totale. Ils balancent des centaines de millions en marketing, ils baissent les prix de leurs PC pour tuer Apple sur le terrain du prix. Ils signent des contrats pour bloquer Apple dans les entreprises et les écoles. Et pendant un moment, ça marche parce que Apple commence à souffrir. À ce moment-là, Steve Jobs commence vraiment à perdre pied. Les ventes ralentissent jusqu'au point où il se fait virer de sa propre entreprise, comme on l'a vu dans la première vidéo. Et là, IBM sont persuadés d'avoir gagné. Ils pensaient qu'Apple allait mourir et ils passent à autre chose. Sauf qu'ils ont oublié un détail. À ce moment-là, on est en 1997 et Apple est à l'agonie. Ils sont au bord de la faillite et IBM s'en fout complètement. Et là, bam, Steve Jobs revient avec un plan, une vision et surtout un produit qui va tout changer. L'iMac, l'iPod, l'iPhone, Apple explose. Et IBM, eux, ils sont restés coincés dans le passé. Pendant qu'Apple innove, IBM continue à stagner. Le coup de grâce pour Apple, c'est que IBM va échouer dans le grand public. À un moment, ils vont se rendre compte qu'ils peuvent plus suivre Apple. Alors, ils vont abandonner, ils vont vendre leur division PC à Lenovo en 2005. Donc IBM voulait tuer Apple et au final, c'est eux qui ont disparu du marché. Alors, même si cette histoire est courte, on peut quand même retenir 3 choses. C'est que il ne faut jamais sous-estimer un petit joueur. Aujourd'hui, une startup que personne ne regarde peut devenir un mastodonte demain. Et les géants d'aujourd'hui, peuvent être les dinosaures de demain. Deuxième chose, innover ou mourir. IBM voulait tuer Apple avec des stratégies classiques, mais Apple est arrivé avec de l'innovation. Et à ce moment-là, c'est les idées qui gagnent, pas juste le budget. Et troisième chose, ne jamais arrêter de se battre. Apple aurait pu crever 1000 fois, mais Steve Jobs a refusé d'abandonner. Et aujourd'hui, Apple vaut 3000 milliards de dollars.
Donc si tu as aimé cette histoire, attends de voir la suivante parce que maintenant on passe à un milliardaire qui a perdu tout son empire à cause d'une seule phrase. Bon, imagine que tu es le boss d'une boîte qui vaut des milliards, tu as des employés de partout dans le monde et à cause d'une seule erreur, tout s'écroule. 40 milliards de dollars en moins d'une nuit. On est d'accord, ça paraît impossible. Et bah c'est vraiment passé. Et aujourd'hui, je vais te raconter comment un PDG ultra respecté a tout perdu à cause d'une seule interview. Bon, à ce moment-là, tout va se passer en 2008 en pleine crise économique. Une des plus grosses de notre époque. L'Amérique est en panade, les consommateurs sont inquiets et la situation commence à devenir super tendue. Et là, Howard Schultz, le PDG de Starbucks, décide de faire une interview à la télé. Et jusque là, rien de fou, sauf que ce qu'il va dire va tout changer. Il est tranquillement assis devant les caméras, les journalistes lui demandent comment il voit l'économie et là, bam, il commence à balancer des commentaires hyper négatifs. Il parle de la récession, des difficultés économiques et il dit que l'avenir est incertain. Il dit même l'économie des États-Unis est en mauvaise passe et les consommateurs n'ont plus confiance et ça affecte nos ventes. Now, I wrote this memo at a time when the stock price was at its all-time high, and many people were focused on that as a primary metric for how healthy the company was. But a company can't be defined by its stock price. It has to be defined by its relationship with its customers, its core purpose, its values, its guiding principles. And I thought we were really losing our way in which the growth and success of the company was covering up mistakes. I wasn't running the company and I was trying to be supportive of the CEO. Voilà où ça part en vrille. Quand un PDG aussi influent que Schultz commence à parler comme ça, les investisseurs commencent à flipper et en quelques heures, ils commencent à vendre massivement leurs actions de Starbucks, convaincus que cette entreprise va se casser la figure avant cette crise. Résultat, l'action de Starbucks va plonger de 40% et en quelques heures, l'entreprise va perdre 40 milliards de dollars en bourse. À ce moment-là, l'impact est énorme. Les investisseurs sont dans une panique totale. Mais pourquoi une simple déclaration a eu un tel effet? Et bah c'est tout simplement la confiance. Un PDG qui annonce que son entreprise va mal, ça fait flipper tout le monde. Les gens qui avaient des actions Starbucks n'ont plus confiance dans l'avenir de la marque et du coup ils décident de se retirer et c'est l'effet boule de neige. À ce moment-là, les marchés sont ultra sensibles et un mauvais mot fait que tout s'écroule. Schultz a vraiment sous-estimé l'impact de ses paroles. Franchement, Schultz, il aurait pu gérer ça autrement et au lieu de tomber dans le pessimisme, il aurait pu parler des solutions que Starbucks allait mettre en place pour surmonter cette crise. Il aurait pu rassurer tout le monde avec un discours plus positif en montrant qu'il était prêt à agir pour maintenir l'entreprise à flot. Et au lieu de ça, il a créé une panique totale. Et cette histoire, c'est vraiment un rappel important pour dire que les mots ont un pouvoir énorme dans les affaires et même dans la vie. Une simple phrase peut tout changer. Et ce genre d'erreur peut coûter des milliards. Alors est-ce que tu vois l'importance de choisir les mots avec soin? Dis-moi si tu as une autre histoire d'un autre PDG qui a fait une grosse boulette. Dis-moi en commentaire et n'oublie pas de t'abonner pour d'autres histoires de dingue. Troisième histoire, imagine créer une startup qui a l'air de tout déchirer, lever des millions, attirer des clients et vouloir bousculer un géant comme Amazon. Mais finalement tu fais une erreur de stratégie et tu te retrouves à la faillite. Et bah tenez-vous bien parce que c'est exactement ce qui est arrivé à une entreprise appelée Webvan. Cette entreprise voulait réinventer la livraison de courses en ligne et a tout perdu. Pour remettre un peu de contexte, on est en 1999, Internet est en pleine expansion. À ce moment-là, tout le monde veut sa part du gâteau et Webvan, une startup basée en Californie, va se lancer dans un concept révolutionnaire, la livraison de courses à domicile, mais pas n'importe comment. L'idée, c'est de rendre la livraison ultra rapide avec une infrastructure de dingue, des entrepôts hyper modernes et une logistique de malade. Ils veulent concurrencer Amazon, mais dans un autre domaine, les courses alimentaires en ligne. À ce moment-là, l'entreprise va se développer à toute vitesse, elle va lever des centaines de millions de dollars, va attirer une foule de clients et va se dire qu'elle va écraser tout sur son passage. Et leur modèle, c'était une livraison en 30 minutes à un prix compétitif, rien que ça. Mais voilà, tout ça a l'air génial sur le papier, mais ils ont fait une erreur énorme. Un peu comme dans la vidéo qu'on a vue juste avant, ils ont brûlé beaucoup trop d'argent, beaucoup trop vite. Et plutôt que de prendre le temps de construire une base solide, Webvan va se lancer à fond et va construire des entrepôts géants, il va embaucher à tour de bras, ils investissent dans la logistique ultra complexe. Ils sont partis du principe que la demande allait exploser, mais en fait, ils se sont précipités sans vraiment comprendre comment rendre tout ça rentable. Ils ont aussi sous-estimé l'importance de la concurrence d'Amazon. Amazon était déjà là en train de solidifier sa position de leader dans l'e-commerce. Et contrairement à Webvan, Amazon a déjà fait l'erreur de brûler du cash très rapidement, mais ils ont déjà corrigé leur erreur. Donc Amazon continue à bâtir lentement en diversifiant ses produits, en optimisant sa logistique et en construisant une relation de confiance avec ses clients. Cette entreprise s'est complètement écroulée sous le poids de ses investissements, trop d'argent dépensé trop vite pour des bénéfices incertains et en 2001, l'entreprise va déclarer sa propre faillite.
Elle a tout perdu, ses investisseurs, sa réputation et une partie de l'argent qu'elle avait levé. Le rêve de devenir un géant à la hauteur d'Amazon s'est transformé en un grand fiasco. Et pendant ce temps, Amazon a pris son temps. Plutôt que de se précipiter, Amazon a observé les erreurs de Webvan et a appris de son échec. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus encore plus puissants. Ici, le manque de Webvan a été un véritable cadeau pour Amazon qui a pu consolider sa position de leader et en particulier dans le secteur de la livraison rapide. La leçon de cette histoire, c'est que la précipitation, ça peut être un piège. Surtout quand tu n'as pas de modèle économique solide et que tu te jettes dans une aventure sans planifier correctement. Il faut savoir que c'est vraiment important de bien mesurer ses risques, de construire progressivement et de s'assurer que l'on peut vraiment rendre ses services rentables avant d'investir à tout va. Et il faut savoir que les startups, même avec un concept génial, doivent éviter de vouloir tout faire tout vite. La patience et la stratégie sont vraiment essentielles pour ne pas se faire écraser par des géants comme Amazon. Parce qu'en vrai, Webvan avait vraiment une idée brillante, mais elle a été trop prématurée et a malheureusement payé le prix fort pour sa stratégie. Alors si tu veux toi créer ton entreprise, garde en tête que la croissance rapide peut être une belle opportunité, mais elle peut aussi être un piège. Donc apprends à bien gérer ton cash, à ne pas te précipiter et à toujours avoir une vision long terme. Bon, passons maintenant à la quatrième et avant-dernière histoire. Tu sais quoi, Microsoft aurait pu être Google, ou du moins dominer le marché de la recherche en ligne bien avant que Google ne devienne le géant qu'on connaît aujourd'hui. Je sais qu'on a déjà vu une histoire un peu similaire lors de la première vidéo, mais cette fois-ci c'est avec Microsoft. Et en 2004, Microsoft avait toutes les cartes en main pour écraser Google. Mais une seule erreur stupide de stratégie leur a coûté des milliards et a permis à Google de prendre la tête. Et cette erreur, c'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui. Retour en 2004, Microsoft est déjà un titan de l'informatique avec son système d'exploitation Windows et son navigateur Internet Explorer qui domine le marché. Mais à ce moment-là, Microsoft ne domine pas encore la recherche en ligne et c'est là que tout va basculer. À ce moment-là, Microsoft était déjà en avance sur Google. Ils avaient de l'argent, des équipes de développeurs ultra compétents et un énorme réseau. Ils avaient tout pour créer un moteur de recherche qui déchire. En 2004, ils tentent leur chance avec MSN Search. Introducing the new, more precise, more powerful MSN Search, Qui s'appelait plus tard Live Search, et ce moteur de recherche avait de bonnes performances, une interface assez propre et une technologie solide. Et en théorie, Microsoft aurait dû dominer le marché en ligne. Mais c'est là où Microsoft va se planter dans une décision catastrophique. Parce qu'en fait, ils vont sous-estimer un point très important dans l'algorithme et ils vont pas percevoir à quel point Google était en train de révolutionner le marché avec son algorithme ultra efficace et son modèle de publicité avec AdWords. Donc Microsoft, plutôt que de se concentrer sur l'innovation et l'amélioration de son moteur de recherche, a sursauté sur des opportunités d'investir dans les fonctionnalités qui n'étaient pas suffisamment novatrices. Et la vraie erreur, c'est quand Microsoft a décidé de ne pas racheter Google en 2004, comme a fait Yahoo dans la vidéo d'avant. Google à ce moment-là était encore tout jeune, mais il avait explosé avec son moteur de recherche ultra rapide, un modèle basé sur des résultats plus pertinents pour les utilisateurs. Et une publicité ciblée qui rapportait gros. Et Microsoft, trop confiant, a décidé de passer son tour. Ils ont jugé que Google n'était qu'un petit acteur et qu'il ne ferait pas le poids à long terme. Et là, c'est l'instant où Google a décidé de fonder son empire. Ils ont continué à améliorer leur moteur de recherche, à développer des outils comme Gmail et Google Maps, et surtout à finir leur modèle de publicité qui allait révolutionner la façon de monétiser Internet. Et au fil des années, Google a commencé à dominer totalement le marché de la recherche en ligne avec des résultats plus pertinents et une interface plus simple. De son côté, Microsoft a continué à essayer de rattraper son retard avec son moteur de recherche Live Search, mais évidemment il était déjà trop tard. Google à ce moment-là avait pratiquement monopolisé le marché et Microsoft a perdu la bataille de la recherche. La leçon ici, c'est qu'il ne faut jamais sous-estimer la concurrence, même quand on est un géant. Et parfois, c'est l'ego qui nous empêche de voir les opportunités. Parce qu'ici, Microsoft a laissé Google filer sous son nez, pensant que l'entreprise n'avait pas le potentiel. Et quand on y pense, l'opportunité du siècle, c'était pas juste le moteur de recherche, mais tout ce qui allait venir avec. En laissant Google prendre l'ascendant, Microsoft a raté non seulement la domination du secteur de la recherche, mais aussi de l'ensemble des services internet qui se sont construits autour. Donc, conclusion, c'est que même les géants peuvent être aveuglés par l'ego et faire des erreurs stratégiques monumentales. Il faut toujours être prêt à reconnaître ses erreurs, à s'adapter et à saisir les opportunités quand elles se présentent. Sinon, tu risques de voir d'autres en profiter à ta place. Donc, encore une fois, dis-moi en commentaire si tu as déjà vu une grosse boîte qui s'est plantée à ce point-là à cause d'un manque de vision. Donc, pour la dernière histoire, dis-toi qu'il y a des startups qui arrivent à conquérir le monde avec une idée révolutionnaire et puis il y a des startups qui arrivent à tout perdre en un claquement de doigts. L'histoire aujourd'hui, c'est celle de Theranos, une entreprise qui était censée révolutionner la médecine mais qui a fini par disparaître dans un scandale colossal. Et en l'espace de quelques mois, 9 milliards de dollars ont été réduits à rien. Cette fois-ci, on est en 2003 et une jeune entrepreneur du nom d'Elizabeth Holmes va fonder Theranos, une startup qui prétend avoir créé une technologie de test sanguin révolutionnaire. L'idée, c'était tout simplement un appareil qui était capable de réaliser des tests sanguins avec une simple goutte de sang. Et quand je dis révolutionnaire, c'est le genre de technologie qui aurait pu changer la médecine à jamais. On parle de praticité, de rapidité
rapidité et de coûts réduits. Alors à ce moment-là, Theranos va commencer à attirer l'attention de grands investisseurs et tout le monde y croyait. Et en quelques années, la startup est valorisée à 9 milliards de dollars. Des investisseurs de renom, des personnalités influentes du monde de la tech et de la santé ont placé leur confiance dans cette entreprise. Les médias la surnommaient même la prochaine Apple. C'était vraiment l'histoire de la jeune prodige qui allait tout changer. Mais malheureusement, tout ça s'est effondré en un instant. Et le secret que Theranos cachait était que leur technologie de test sanguin ne fonctionnait tout simplement pas. Et ça, personne ne le savait. Et Elizabeth Holmes et son équipe ont réussi à convaincre tout le monde que l'appareil marchait en cachant des résultats erronés. Ils ont aussi falsifié des données et ont menti sur la fiabilité de la technologie. Mais forcément, un jour, la vérité a éclaté et un ancien employé a pris la décision de dénoncer la situation. Ensuite, il y a eu des enquêtes qui ont été menées et tout est sorti au grand jour. Les tests de Theranos étaient faux et l'entreprise ne pouvait pas produire des résultats qu'elle promettait. Du coup, forcément, les investisseurs à ce moment-là ont commencé à se retirer en masse et les régulateurs, forcément, ils ont mis le nez dans l'affaire et Theranos s'est effondré en quelques mois, passant de 9 milliards à tout simplement 0. Et à ce moment-là, Elizabeth Holmes, qui était tout simplement une icône du business, a été poursuivie en justice pour fraude, et toute la startup s'est écrasée comme un château de cartes. Forcément, la pire erreur de Theranos, c'était de tout simplement ne pas dire la vérité. Toute cette histoire de grande startup et de révolution technologique était tout simplement basée sur des mensonges et des trucages. Et plutôt que de reconnaître qu'ils avaient un problème et qu'ils avaient besoin de temps pour le résoudre, Elizabeth Holmes et son équipe ont préféré de prendre des raccourcis, cacher la vérité et espérer que personne ne découvre leur arnaque. Bon, j'ai même pas besoin de vous dire, la leçon ici c'est que l'honnêteté et la transparence sont cruciales. Même si tu as l'impression que ton projet est génial et que tu es sur le point de changer le monde, n'essaye jamais de masquer les défauts ou de mentir pour obtenir des financements ou des clients. Forcément, la morale de l'histoire, c'est que si tu veux bâtir quelque chose de solide et durable, fais-le sur une base de transparence. N'essaie surtout pas de vendre du rêve si tu n'as pas la réalité qui suit derrière. L'honnêteté, la patience et l'intégrité sont vraiment la clé du succès et pas les raccourcis. Et c'est ça qu'on peut apprendre de Theranos, une startup qui en voulant aller trop vite a tout perdu. Donc après cette dernière histoire, tu vas me dire si tu as déjà vu une histoire de startup qui a flambé puis craché comme ça et dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et surtout, abonne-toi pour plus d'histoires à succès ou à échec. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si ces histoires vous ont fait réfléchir ou si vous voulez entendre plus d'histoires de business fascinantes, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de vous abonner pour ne rien manquer pour les prochaines vidéos. Petit rappel sur le concours de 150 € pour les 250 abonnés. Pour participer, c'est vraiment tout simple. C'est abonne-toi si tu l'as pas déjà fait. C'est vraiment la 10e fois que je te le dis. Like-moi cette vidéo pour m'aider pour le référencement. Et troisièmement, commente l'histoire qui t'a le plus choqué. Et sachez que le commentaire est vraiment très important parce que c'est de là que je vais piocher le petit gagnant. Et au moment où on atteint les 250 abonnés, je vais tirer au sort un des participants pour lui offrir une carte cadeau Amazon de 150 €. Alors est-ce que tu es prêt à tenter ta chance parce que c'est le moment de rejoindre la communauté et de montrer ton soutien. Et merci à tous ceux qui me suivent déjà, vous êtes vraiment au top. Et à très bientôt sur mes flous.